Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo visite et découverte. Nous sommes au cœur du village de Champlitte, dans le département de la Haute-Saône, pour vous raconter l'histoire fascinante de son château qui se trouve juste derrière moi, qui a connu beaucoup d'événements marquants au fil des siècles. Vous allez voir, c'est impressionnant. Vous êtes prêts? Alors, bienvenue au château de Champlitte. C'est avec des fouilles archéologiques entreprises au cours des années 2010 qui nous permettent de remonter le temps jusqu'au 8e et 9e siècle qui attestent déjà la présence d'un château. Les seigneurs de Fouvent, qui règnent en maître, construisent un château à proximité d'un bourg aux origines bien plus anciennes qui a pour nom Champlitte la ville. Au sommet d'une colline à 1,3 km à l'ouest, ils érigent un castrum avec des remparts, des tours et un fossé de 15 à 20 mètres de profondeur. Un mastodonte défensif de qualité qui va se développer rapidement avec son propre petit bourg. Le premier seigneur qui occupe le château arrive durant le XIIe siècle au nom de Eudes de Champlitte. Né en 1123, il est rejeté par son père, puis recueilli par la famille de sa mère, où il deviendra seigneur, mais aussi le vicomte de Dijon. En 1148, il devient le cousin par alliance de Frédéric Ier de Hohenstaufen, surnommé Barberousse en raison de sa barbe, qui deviendra l'empereur du Saint-Empire romano-germanique durant 34 ans, de juin 1155 à juin 1190. En 1228, le château appartient à une importante famille bourguignonne au nom de Vergy, qui côtoie certains des plus grands personnages de son époque. En 1255 sont attestés les plus anciens écrits encore à ce jour. Les quartiers d'habitation sont à l'intérieur de la forteresse et le bourg qui se développe se situe entre le château et le pont-levis. Plus tard, dans les années 1430, des monastères sont construits, comme le prieuré bénédictin Saint-Christophe à Champlitte-la-Ville, le couvent des Augustins et la chapelle de la Collégiale en 1439 à Champlitte. En 1475, un grand ami des seigneurs de Vergy, prénommé Charles de Habsbourg, plus connu sous le nom de Charles V, qui deviendra roi d'Espagne en mars 1516 et empereur du Saint-Empire en juin 1519, rajoute des murailles bordées d'un fossé avec plusieurs tours pour protéger le village avec ses activités artisanales et marchandes alors en pleine expansion. À partir de ce siècle, le château, qui est un lieu de défense, va se transformer petit à petit en un lieu de plaisance. Le nouveau seigneur du château appartient à une branche cadette des seigneurs de Vergy. En 1560, le seigneur François de Vergy devient gouverneur de la Franche-Comté, où le siège militaire se trouve dans la ville de Grès, récemment fortifiée. Il fait agrandir le château en rajoutant une aile style Renaissance qui correspond à la transformation courante des places en résidence dédiées aux impératifs de la guerre.
Appelé régulièrement aux Pays-Bas pour rendre compte des événements dans la province, il connaît les modes de style architecturaux flamands. Lors d'un retour, il confie la réalisation du projet à un architecte d'origine flamande nommé Nicolas Maurice, soit quelques années avant la création du bâtiment de la future mairie. Dans le style flamand et italien, le décor se traduit par un vocabulaire provincial où les thèmes des développements s'apparentent à des motifs de tapisserie et de gravure qui donnent en résultat un art véritable, typiquement local. En 1574, il devient le premier comte de Champlit et sera honoré chevalier de la Toison d'Or quelques années avant son décès en 1584. Le château, détruit par la guerre de religion qui a commencé en 1562 jusqu'à l'année 1598, il est reconstruit en 1577 sur une architecture de type Renaissance, supervisée par Hugues Sambin. La guerre de 30 ans, qui se déroule de 1618 jusqu'à 1648, fait des ravages à la ville et au château qui sont complètement détruits. Le seigneur Cléradius de Vergy, qui devient chevalier de la confrérie de Saint-Georges de Bourgogne à l'âge de 10 ans en 1590, devient à son tour gouverneur de Franche-Comté et comte de Champlit en 1602 jusqu'à sa mort en 1630. Il sera le dernier représentant des seigneurs de Vergy. En 1638, durant la guerre de 10 ans qui se déroule de 1634 à 1644, le village est assiégé par les troupes françaises du duc Charles de Valois-Angoulême, un haut-colonel général de la cavalerie légère de France sous les ordres du roi Louis XIII. Il prend la décision de brûler le château et l'église. Rebâti, il sera légué à la famille Cusance, puis à celle de Clermont d'Amboise. En 3 siècles, le château aura subi un grand nombre de dégâts considérables. Au total, il est assiégé 4 fois et pillé 11 fois. Au début du XVIIIe siècle, le château, qui est à l'abandon, renaîtra dans les années 1735-1736 avec l'arrivée de son nouveau propriétaire, Jean-François de Toulongeon. Il sera détruit accidentellement par un incendie en 1751 où une seule façade sera épargnée, celle de la Renaissance. La reconstruction est confiée à l'architecte comtois Claude-Antoine Colombo de 1765 à 1768 avec une réédification de l'aile sud. Les travaux continueront de 1781 à 1782 avec l'architecte Claude-Joseph Alexandre Bertrand qui donne vie à l'édifice que l'on connaît aujourd'hui. À l'arrière du château et de l'église, on trouve l'orangerie qui servait de lieu de divertissement principalement pour le théâtre. Après la Révolution en 1804, le nouveau marquis de Toulongeon rénove une partie des intérieurs avec le salon d'hiver et des papiers peints panoramiques, notamment avec celui qui est intitulé « Les sauvages de la mer du Pacifique », qui représente les voyages entrepris par James Cook, Louis-Antoine de Bougainville et Jean-François de la Pérouse dans les îles du Pacifique au XVIIe siècle.
cette œuvre magistrale qui était réalisée par Jean-Gabriel Chavray, qui orne les murs du salon ovale au rez-de-chaussée pour nous offrir un spectacle saisissant. Une autre originalité dans le château est sans aucun doute le salon d'été qu'on surnomme la grotte, accessible par un escalier en colimaçon. L'entrée a été réalisée d'après les dessins du sculpteur Luc Breton. Il se distingue par ses faux rochers et de 2 colonnes dans une atmosphère unique. En 1823, le dernier membre de la famille des Toulongeon installé au château, Anne Edmé Alexandre de Toulongeon, décède. Mais les 3 héritiers ne veulent pas garder la bâtisse. Ils décident de la vendre à la commune en novembre 1825, qui y installe la mairie et une école qui changera plus tard en collège. Malgré son importante activité commerciale, plus de 300 artisans et commerçants font face à une forte concurrence due au développement des transports fluviaux, alors en plein essor sur la Saône. La ville perd petit à petit son importance, ce qui contraint certains habitants à émigrer, notamment au Mexique. Situé dans la partie ouest du château, on rentre dans un univers spécial qui rend hommage à une histoire bien singulière de Champlit, liée au Mexique. Au milieu du XIXe siècle, une centaine d'habitants de Champlit décident d'immigrer au Mexique pour fonder une communauté agricole sous forme de société collective avec un capital de 122 000 francs. Œuvré par un certain monsieur Guenaud, un ex-payeur de l'armée française qui acquit 12 hectares de terre en 1831, le long du fleuve Rio Palmar, tout près de Veracruz, qui aura pour nom Jicaltepec. Au départ, 2 voyages sont effectués. Le premier en septembre 1833 avec 80 personnes et le second en juin 1835 avec 124 personnes. Le projet va bénéficier d'installations successives pour le développement et l'épanouissement de la colonie en 1837. Après la guerre de 1839, la colonie est composée d'environ 40 familles. Des accès vers les villages aux alentours furent aménagés, avec le premier en 1843 jusqu'à Notla, qui fait 3 km, et le deuxième en 1846 jusqu'à Tlapacoyan, qui fait 15 km. Dans cette même année, le premier établissement commercial fut bâti et 30 personnes supplémentaires arrivent de France. Les années qui suivent seront les plus prospères avec le développement de la population et l'apogée des cultures avec le tabac qui s'ajoute à celle de la vanille. Mais les catastrophes climatiques s'abattent sur la colonie à partir de septembre 1861. Une importante inondation qui détruit tout sur son passage, puis l'année suivante, une épidémie de la peste noire qui provoque la mort de plus de 300 personnes, ce qui apporte un coup fatal à la colonie dont les habitants envisagent sérieusement de partir. C'est à ce moment qu'une lueur d'espoir apparaît avec l'arrivée d'un avocat mexicain qui se nomme Rafael Martinez de la Torre, qui racheta les terres et regroupe la colonie primitive pour en faire 2, une de chaque côté du fleuve. Jicaltepec d'un côté et celle qui conservera son nom en 1881, San Rafael, de l'autre côté. Cette aventure est célébrée par un jumelage avec le village de Jicaltepec et la ville de San Rafael, qui symbolise la coopération entre nos 2 pays, avec la création d'une passerelle en 2015, financée à moitié par le département. En 1954, un musée est fondé par la famille de Albert et Félicie Demar, qui est passionné par la vie de sa région. Une collection d'objets menacés d'être oubliés en raison de l'exode rural et de la modernisation. Le musée s'installe officiellement dans le château en 1957
qui deviendra la propriété du département en 1963. En vous baladant dans les différentes pièces du château, vous allez découvrir un aperçu de la société rurale au tournant du XXe siècle. Une scénographie basée sur des reconstitutions d'intérieur des paysans, comme les ateliers de travail et de commerce. Chaque année, une exposition temporaire est présentée dans les salons situés au rez-de-chaussée, mais vous pouvez également découvrir de nombreuses animations comme les manifestations culturelles nationales, la nuit des musées, les journées européennes du patrimoine ou encore le mois du film documentaire. En 2008, des jardins à la française sont emménagés dans la cour d'honneur du château, qui ajoute une note de raffinement. Avec les plans du XVIIIe siècle utilisés comme modèle pour les bancs de style de Louis XVI et les vases en fonte qui rend hommage aux fonderies locales par exemple, cela rajoute un paysage fleuri et authentique avec les tilleuls palissés à l'entrée. Concernant le musée départemental de l'art, des arts et traditions populaires qui concerne les 2 étages du château, qui est ouvert de 10h à midi le matin et de 14h à 18h l'après-midi, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus, notamment pour les prochaines expositions à venir. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est très intéressant, surtout en ce moment, pour l'exposition consacrée au pays du Mexique, disponible jusqu'au 31 octobre. Ou, pour ceux qui sont plus férus d'aventure, il y a un escape game avec plein d'énigmes au nom des bijoux de la comtesse pour les retrouver en famille, réservation uniquement. Mais aussi, venez vous balader dans les rues du village, qui est inscrit dans le label des cités de caractère de la région Bourgogne-Franche-Comté depuis 1989. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Passez une bonne semaine, un bon week-end, gardez le sourire, et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos visites et découvertes. Salut!